BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. C'est la cassette. Voilà le retour de quoi je me mêle. Grand merci d'être avec nous et j'accueille Christophe Joly, un vieux de la vieille de quoi je me mêle qui n'a pas pris une ride. Merci François, c'est très Salut gentil. Christophe. Toi non plus. Voilà, je suis sûr que ça fait plaisir à quelques-uns d'entre vous, les plus fidèles de quoi je me mêle, de retrouver Christophe Joly, dont c'est le retour, vous le savez, depuis quelques temps dans De quoi je me mêle. Et Christophe, pour nous, ressort ses vieilles encyclopédies, papier bien sûr, puisque voilà, il commence à avoir un certain âge, pour nous replonger dans la culture geek qui a bercé eh bien voilà, les grandes années de toutes ces technologies. Toutes les ruptures techno en fait, ce qui a changé nos vies Voilà. d'aujourd'hui. Et là, on va s'attaquer à un gros morceau quand même. Ouais, le baladeur MP3. Voilà, la révolution musicale avec le MP3, Christophe. Quand est-ce que commence toute cette histoire qui a bouleversé évidemment la musique, nos usages et l'industrie aussi de la musique? Voilà, alors on va parler du premier baladeur MP3, mais dans les faits, c'est plutôt le MP3 en soi qui a été la source de la révolution. On est en mars 98, je plante un peu le contexte techno. En mars 98, quand ce baladeur est présenté au CeBIT de Hanovre, Google n'existe pas, le moteur de recherche ne sera lancé qu'en septembre de la même année. C'est la naissance du premier iMac, le G3. Vous savez, cet iMac tout en un, avec plein de couleurs, myrtille, mandarine et autres, qui était très sympa, qui avait supprimé le lecteur de disquette, ce qui était une révolution à l'époque. La France compte 7 millions d'abonnés au téléphone mobile, et c'est la première fête de l'Internet. Wow. Voilà. La première fête de l'Internet. Oui, qui consistait à populariser Internet et expliquer là où c'était utile. Et quelques semaines après, la France gagne la Coupe du Monde en 98. Ah oui, j'avais oublié. Ça n'a rien à voir avec le MP3, mais quand même, je me suis dit, mais que il faut s'en souvenir. Pour écouter de la musique chez soi, on écoute en grande majorité via des CD, de moins en moins de cassettes et de moins en moins de vinyles. Il y a encore des singles, des 45 tours, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui étaient à la base des objets promotionnels. C'est fou parce que c'était quand même la grande époque du CD à l'époque, en 98, mais on achetait encore des singles en vinyle. De moins en moins. De moins en moins, voilà, bien ça sûr. devenait très marginal, vraiment c'était devenu un pouillème. En mobilité, Sony écrasait le marché avec son Walkman, avec 85% des ventes. Il y avait son mini-disque qui n'a pas très bien marché en Europe, plus en Asie, mais qui existait quand même. Et le Walkman, c'est devenu un nom commun. On parle du baladeur en lieu et place du Walkman. Maintenant, le terme de baladeur s'est imposé, mais c'était comme significatif. C'est un peu comme la cocotte minute ou l'espace. On écoutait quoi? On écoutait Céline Dion, Axel Red, Lara Fabian, Johnny évidemment, et Queen, malgré le décès de Freddie Mercury il y a quelques années auparavant, Ricky Martin ou Madonna, et évidemment Jean-Jacques Goldman. Eh oui. Selon le SNEP, en 2000, lors du communiqué de presse, il n'y a pas de communiqué de presse antérieur, ils n'ont pas d'archives, ils font part de leur incertitude et de leur inquiétude sur l'émergence d'Internet, considérant que c'est un bon outil de promotion, mais qu'il n'y aura pas de business autour de l'Internet. C'est dingue ça quand même. Hein. Un an plus tard, personne n'avait vu arriver ce truc-là. Non, on n'était pas prêt. Mais non, mais bien sûr. Et puis, voilà, il ne fallait pas casser la poule aux œufs d'or qui était la vente. C'était un danger, c'était un risque. Voilà, D'autant qu'un an après a été lancé Napster. Napster, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un site peer-to-peer qui permettait d'échanger des fichiers entre particuliers. Donc là, ça a fait exploser le truc. Les majors ont attaqué Napster. C'était le site download.com. Et il a fermé en juillet 2001. Donc il n'a pas duré très longtemps, mais d'autres sites se sont ouverts, comme Casa ou JNutella. C'était là aussi la guerre entre les majors et ces pirates, entre guillemets, qui permettaient d'avoir de la musique gratuitement, parce que évidemment à l'époque, ce n'était pas payant. Avant d'entrer dans le détail du MP3, du MP-Man F10, qui est le modèle dont on parle. Le premier baladeur MP3. Le premier baladeur MP3. Le MP3, en deux mots, ça a été lancé le 14 juillet 1995. C'est Thomson et l'Institut allemand Fraunhofer qui ont mis au point ce format après 10 ans de recherche. L'idée, c'était de compresser les fichiers, parce que là, c'est là où est le cœur du sujet. Un fichier MP3 prend 11 fois moins de place que sur sa taille originelle. Oui, en wave, on va dire. Ouais, voilà, tout à fait. Pour la petite histoire, l'algorithme qui a permis de tester ce format est la chanson Tom's Dinner de Suzanne Vega en version a cappella. Voilà. Je vous invite à l'écouter et vous allez voir, vous dire peut-être que c'était la première chanson, en tout cas officielle, en quelque sorte, qui a été compressée dans le MP3. Voilà, et c'est ce qu'ils ont fait tourner dans les labos pour mesurer la qualité de la compression, plus que la qualité audio. Le sujet, c'était de prendre moins de place. Hein. Et vous allez voir, quand on va parler de la mémoire du premier baladeur MP3, on va comprendre de quoi on parle quand on parle la qualité, c'était vraiment pas le truc le plus important. C'était pas l'idée. L'idée, c'était d'emporter sa musique, en fait, comme on fait avec un Walkman, à l'époque, un baladeur cassette, mais dans un encombrement beaucoup moins important. Le MP3, à la base, était plutôt réservé aux ordinateurs. Et là, la promesse, c'est justement d'emporter ces fichiers musicaux et de les avoir dans la poche, comme font les autres baladeurs. Le nom
MP-Man FD s'inspire du Walkman et du Discman de Sony, évidemment. C'est le MAN. Sachant que l'entreprise qui est derrière ça est une entreprise coréenne qui s'appelle Cyan Information Systems, qui ne venait pas du tout de l'informatique. Ils s'occupaient, si quand même, mais de l'informatisation des systèmes des usines textiles. Tiens, Voilà. ils se sont dit on va créer un baladeur MP3. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un ancien cadre de Samsung a rejoint cette entreprise avec l'idée du baladeur MP3 qui avait été refusée par le président de Samsung à l'époque. Samsung était un peu empêtré dans des difficultés économiques. La priorité n'était pas à cette idée, peut-être saugrenue à l'époque. Et dans les faits, il a rejoint cette entreprise et il a créé ce produit qu'il avait emmené dans ses valises. Tu as raison, Christophe, mais c'est peut-être aussi parce que Samsung avait peur des foudres des maisons de disques, parce que effectivement, fabriquer un baladeur MP3, c'était aussi offrir une arme à tous les pirates pour pouvoir télécharger la musique. Il y avait peut-être aussi une pression de la part des majors. Le Samsung de l'époque n'était pas du tout celui d'aujourd'hui. C'est vrai, que c'était. Mais bon. Voilà, peut-être que tout ça, finalement, il y avait un peu de lobbying aussi. C'est assez intéressant. Peut-être aussi. On va creuser. D'un point de vue technique, ce baladeur, donc il est noir, il est carré, c'est un gros paquet si vous de êtes cigarettes. avec nous en vidéo, vous êtes en train de le découvrir. Hein. Voilà, il fait 16 mm d'épaisseur, il fait 70 mm de largeur et 90 mm de haut. Il pèse 65 grammes, donc il est très léger. On mettait une pile à l'intérieur. Voilà, on mettait une pile rechargeable. Sa mémoire, 32 mégas. Donc 32 mégas. Attention, tu t'es pas trompé, c'est pas 32 gigas, non, c'était 32 mégas. 32 mégas, vous mettez 4 à 6 morceaux. Donc ça permet d'avoir de la musique pour aller chercher le pain, mais quand même pas beaucoup plus. Ouais. Ce qui est marrant, c'est que vous pouviez bénéficier d'une extension aux États-Unis notamment à 64 mégas, donc vous pouvez doubler la capacité de stockage. Et pour bénéficier de ça, il fallait renvoyer, quand on était américain, le produit à l'importateur, moyennant $69, plus $8 de frais de port, et c'est l'importateur qui mettait la mémoire qui modifiait en fait les entrailles du baladeur pour rajouter de la mémoire. Donc on l'a dit, ça permettait de stocker 4 morceaux, il était vendu en différentes couleurs. En France, on n'avait que du noir, vous aviez 8 heures d'autonomie, et son prix quand même était assez costaud, il coûtait entre 200 et $250 aux États-Unis. Et en France, c'était un prix à peu près équivalent. Et pour mettre les morceaux dessus, il fallait passer via un PC évidemment, et il était vendu à l'origine avec une station d'accueil. En Europe, on n'a pas eu de station d'accueil, il fallait juste brancher un câble, mais tout se passait via un ordinateur. On est quand même très loin de ce qu'on fait aujourd'hui. Ouais, mais c'était quand même. À l'époque, c'était une révolution. C'était une révolution. Voilà. Hein. Alors, les commentaires que j'ai retrouvés sur des vieux forums sont pas très bons. C'est pas fiable. La qualité sonore est toute pourrie. Même si c'était, on l'a dit, pas la vocation première de cet appareil, le succès est mitigé. Il se fera rattraper par le Rio PMP 300, lancé en septembre de la même année, concurrent qui va occulter le MP-Man F10, et ensuite vous aurez les baladeurs à disque dur qui là pour le coup on va vraiment changer la donne, les modèles Arcos de français, l'asiatique Creative. Et même Creative, moi je me souviens, c'était mon premier baladeur MP3 qui était ça ressemblait à un Discman. En fait, il était bleu métal et à l'intérieur il y avait un disque dur, je ne sais pas de quelques gigas, mais pas beaucoup, et on trouvait ça génial parce qu'avec quelques gigas on pouvait stocker des centaines de chansons. Et ça, c'était la révolution. C'était la révolution. Et l'autre révolution, elle est signée d'une marque à la pomme qu'on connaît bien, c'est Apple, qui en 2001 lance son iPod. Voilà. Et c'est là, avec la force de frappe d'Apple, que le MP3 va se populariser, on va dire, va devenir vraiment quelque chose d'important. Comme souvent avec Apple, le produit est sobre, il est joli, il est facile à utiliser, l'ergonomie est parfaite, et il affiche 5 gigas de capacité de stockage, donc vous pouviez mettre 1000 morceaux. 1000 morceaux. Vous vous rendez compte, on passe de 4, alors 32 mégas à 5 gigas, c'est quand même quelque chose. Il était vendu 3500 francs ou 450 € lors du passage à l'euro. Et ensuite, ce qui bouscule beaucoup la donne, c'est le lancement d'iTunes. C'est le magasin musical. Pour avoir sa bibliothèque, là encore, vous connectez votre iPod à votre ordi et très facilement, vous pouviez transférer les morceaux. Et ce qui a aussi beaucoup changé la donne, c'est l'ouverture en 2003 de l'iPod à l'environnement Windows. Ouais. Et là, c'était une révolution et une idée de génie de la part de Steve Jobs. Pour la première fois, Apple s'ouvrait en fait aux OS concurrents, alors que longtemps, c'est un système fermé qu'on lui a reproché. Les baladeurs deviennent un peu plus multimédia et on voit des vidéos désormais sur les baladeurs. Le coup de grâce des baladeurs, tel qu'on l'imagine en MP3, viendra des smartphones évidemment, notamment de l'iPhone qui a été lancé en 2007. Ils deviennent baladeurs, c'est logique. La qualité audio est toujours pas là, mais c'est pas leur vocation première. D'ailleurs, les ventes de baladeurs vont baisser au fur et à mesure. Pour la première fois en 2007, ils coûtaient en moyenne 98 €. Mais il faut savoir que l'iPod, en 2006, représentait 50% du chiffre d'affaires d'Apple.
50%. Oui. En 2011, Oui, 8%. parce qu'il n'y avait pas encore l'iPhone. Il n'y avait pas encore l'iPhone. Donc, 2006. c'était vraiment, ça a été sa poule aux œufs d'or à un Mais moment oui, donné. oui. Mais Apple a annoncé la fin de la production de ses iPods en mai 2022. Donc, ils en ont produit jusque assez tardivement. La gamme devenait réduite, parce qu'au début, on a eu les Nano, on a eu les Shuffle, on a eu l'iPod, on en a eu quand même pas mal. La gamme s'est réduite. Mais mai 2022, je n'avais pas souvenir qu'ils en ont produit assez tardivement. Oui, c'était les iPod Touch, tu te rappelles, c'était des petits, ça ressemblait à des iPhones en fait, mais ils étaient beaucoup plus fins et tu avais l'interface iOS. C'est ça. Donc il y a moins d'un an, ils produisaient encore des iPods. L'atout du MP3, c'est la légèreté des fichiers. Le handicap du MP3, c'est la légèreté des fichiers. Évidemment, c'est la compression qui dégrade la qualité d'écoute. Alors désormais, ça a beaucoup changé quand même. On peut écouter de la haute résolution via les sites Deezer, Qobuz, Tidal, Amazon, Apple Music en lowless. Il y en a quand même pas mal. L'offre est assez conséquente et il y a beaucoup de formats en haute résolution. Il y a le MQA, le FLAC, l'AC. Il y en a foison. Et désormais, on a un second marché du baladeur. C'est le baladeur audiophile. Et là, vous avez des produits qui coûtent entre 150 jusqu'à presque 4000 € chez Sony. Sony est désormais présent via sa gamme, qui s'appelle toujours Walkman, qui permet d'écouter des morceaux en haute résolution avec une offre conséquente. Et là, c'est pour le coup, ce sont des appareils dédiés à l'audio. Ils sont connectés via du Bluetooth, via du Wi-Fi. Ce sont souvent des interfaces Android avec des écrans plutôt plus pauvres que ceux des smartphones, mais ce n'est pas leur vocation. Là, l'idée, c'est d'avoir des appareils dédiés à la qualité d'écoute, avec audiophile. le traitement du son, avec un DAC, comme on dit, voire ce convertisseur en fait numérique analogique, pour après brancher un casque. Là, évidemment, il faut avoir toute la chaîne du son qui respecte la haute résolution. Mieux vaut avoir un casque en filaire. C'est vraiment pour les passionnés. Voilà, c'est vraiment pour les passionnés. J'ai pris pour exemple, pour avoir un élément de comparaison, le Sony qui est vendu à environ 400 €, c'est le NWA306. Ils sont très forts, c'est Sony pour en donner des noms. Tout pourrait leur Sony, produit. c'est des spécialistes. C'est juste incroyable. Il y a beaucoup de N et W à chaque fois. C'est vrai. Il fait 32 gigas. On peut mettre une carte SD par exemple. Il est Wi-Fi, Bluetooth. Il fonctionne sous Android. Il est connecté. Vous avez 11 formats compatibles de haute résolution. Ça veut dire vraiment qu'il y a beaucoup de choses. 26 heures d'autonomie, il pèse 100 grammes. Voilà, il n'est pas très gros non plus. C'est la taille d'un gros téléphone. Et pour finir, je vous donne quelques éléments de la façon de consommer la musique aujourd'hui en fait. Comment est-ce qu'on fait par rapport à 98 où on l'a dit, on était beaucoup sur des CD. Aujourd'hui, 22% des gens écoutent de la musique en France via du streaming, par abonnement. Donc on l'a dit, c'est Apple Music, etc. 22% via la radio. Donc on écoute encore de la musique via la radio. 17% via du streaming vidéo. Donc c'est YouTube par exemple qui permet d'écouter la musique. Moi je fais assez peu, mais après tout pourquoi pas. Et 12% via des achats physiques. Donc le CD, le vinyle qui résiste, qui fait plus que résister, qui se redéveloppe. Mais on a aussi du DVD et on parle de téléchargement. Donc on considère que le téléchargement est un achat physique par rapport au streaming. Le streaming est en hausse encore, toujours, de plus 15% l'an dernier par rapport à l'année précédente. Les ventes de CD repartent à la hausse également, on est à plus 10%. Donc on achète à nouveau des CD, qui offre une bonne qualité d'écoute quand même. C'est toujours la deuxième source de CA du marché, de chiffre d'affaires du marché. Donc c'est quand même assez conséquent. Et le vinyle est toujours à la hausse également. Il repart. Là encore, c'est plutôt des audiophiles. On a plus 50% en chiffre d'affaires. Il y a un effet post-Covid quand même. Le Covid a un peu mis tout ça entre parenthèses. Et là, le SNEP fait une analyse bénéfique au sortir du Covid à tous ces achats matériels, j'ai envie de dire, physiques. Je ne sais plus dans quel pays, en fait, les ventes de vinyle ont dépassé les ventes de CD. C'est incroyable ce qu'on est en train de vivre. Et désormais, vous avez une offre, il y a des vinyles qui ressortent, qui sont remasterisés. Bien sûr. Il suffit d'aller dans une FNAC, la dernière fois je me suis baladé, mais il y a des pans entiers de rayons où on peut trouver les vinyles de l'époque. C'est ça. Qui sont édités, bien sûr. Et des vinyles parfois de meilleure qualité que les albums initialement sortis. Oui, parce qu'ils sont remasterisés, etc. Avec une qualité numérique au top. Et bien voilà, petite replongée dans cette... musicale. Dans ce moment clé de la technologie finalement, le MP3 qui est arrivé, qui a complètement bouleversé la musique. On se souvient aussi de la panique des majors à l'époque. On a vécu ça, je ne sais pas si elles ont lutté, bien sûr. Et puis on se rappelle aussi la commission Adopi. Bien sûr, la commission Adopi. Qui consistait à envoyer un courrier à partir du moment où vous étiez détecté comme un téléchargeur compulsif. Oui, et puis il y avait certaines
on va dire, idéologie qui imaginait une licence globale. Je ne sais pas si tu te souviens de ce concept qui était de dire, ben voilà, on va donner tant par mois et on pourra télécharger tout ce qu'on veut, que ce soit de l'audio, de la vidéo. Finalement, c'est ce qu'on a rejoint un petit peu quand tu vois Spotify, Netflix, etc. Tu donnes une somme forfaitaire et tu as accès à des milliers de titres, qu'ils soient en audio et en vidéo. Et qui aurait imaginé il y a 20 ans qu'on louerait notre musique? On avait on achetait quoi. On achetait, soit on empruntait ou on volait, selon les termes. Désormais, on le loue, ça ne nous appartient pas, mais le catalogue est illimité désormais. Oui, c'est clair. Et puis il y avait aussi à l'époque quand les majeures compagnies avaient pris l'ampleur en fait du piratage, avaient décidé aussi de lancer des sites de téléchargement de musique, mais il y avait des DRM dessus, c'est-à-dire que les morceaux étaient protégés numériquement, c'est-à-dire que vous les achetiez et vous ne pouviez pas les transférer sur tel type de baladeur parce que le DRM n'était pas compatible, alors qu'à côté il y avait les Kazaa, il y avait les Napster qui te permettaient de télécharger tout gratuitement, donc c'était intéressant. Et puis après Spotify est arrivé et moi je me souviens, pour la petite anecdote, en 2008, c'était en 2008 et en fait Spotify est arrivé en 2009 je crois sur iPhone. C'était le début des applis en fait qu'on téléchargeait sur iPhone, et moi je l'avais téléchargé une année avant parce que Spotify a énormément testé son service et il fallait jailbreaker en fait l'iPhone, donc le pirater en quelque sorte pour pouvoir installer des applications tierces. Et j'avais été incroyablement surpris par cette technologie de pouvoir avoir accès d'un coup comme ça, alors à l'époque c'était en 3G, à un catalogue de millions de titres. Je trouvais ça révolutionnaire. Et puis voilà, aujourd'hui quand tu passes en 3G, tu pestes parce que c'est trop lent. ouais, mais à l'époque ça marchait. Ça marchait, c'est ça qui est fou quand même. Voilà, on pourra en parler pendant des heures, hein. Tiens, dites-nous dans les commentaires si le MP3 a bouleversé votre vie. Je pense que oui, bien sûr. Et comment vous écoutez la musique encore aujourd'hui. Merci beaucoup François. Super de se replonger. C'est bien. Tu travailles sur d'autres sujets là. Qu'est-ce qu'on va parler de l'iPad bientôt. L'iPad. Ouais. Et réécouter les précédents, on a parlé du premier smartphone, c'est quand même aussi une révolution. On a parlé de la PlayStation, la toute première, là, le MP3 et l'iPad. Moi, je me rappelle, j'étais à New York, le jour du lancement de l'iPad, c'était quelque chose. Ouais, et on a un point commun concernant le lancement de l'iPad. À savoir. On vous racontera tout ça. D'accord. Mais moi, je ne me rappelle plus de ce point commun. Tu te rappelles pas? Non. Mais je suis sûr que oui. Merci Christophe. Merci beaucoup. Voilà, Christophe Joly pour notre rendez-vous nostalgique, en quelque sorte, pour terminer ce De quoi je me mail. Merci de nous avoir suivis, merci de nous regarder, de nous écouter sur BFM Business, vous le savez, le week-end, sur YouTube et en podcast audio. On sera là, bien évidemment, le week-end prochain. Merci de nous suivre, à très vite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.